dans Aubercaille, le podcast pour vous faire découvrir des solutions concrètes et éthiques afin d'améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et dans chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme vous, je me pose pas mal de questions pour rénover ou construire mon futur chez moi. Je vous propose donc de partir en quête des meilleures solutions adaptées à chacun d'entre nous et ça commence dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Pratt. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors Cédric, tu es connu sous le nom du 7e artisan. Pourquoi ce nom ? Peut-être parce que tu accompagnes les artisans et les industriels du bâtiment dans leur communication visuelle. Tu réalises et partages principalement du coup des vidéos pour les réseaux sociaux pour augmenter leur visibilité. Donc attirer de nouveaux projets, faciliter le recrutement, valoriser leur entreprise et présenter leurs nouveaux projets et services, produits et services, pardon. L'humain reste vraiment au centre de tes recherches et c'est ça qui est top chez toi, c'est qu'à chaque fois tu aimes valoriser les femmes et les hommes du métier et ça c'est vraiment une super expérience. Avant ça, tu as été auto-entrepreneur dans le bâtiment et tu as déjà construit 2 maisons de A à Z, dont celle que nous allons parler aujourd'hui. Le chantier a commencé en 2015 et c'est parti pour nous raconter donc tes péripéties pour les 1 an et demi de travaux qui ont suivi. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'autoconstruction d'une maison traditionnelle sous la condition RT 2012. Est-ce que j'ai tout bon jusqu'ici ? Ben oui, je vais rougir, dis donc. Il faut pas. Est-ce que tu souhaites compléter quelque chose ? Sinon, on enchaîne sur notre petit jeu. Non, c'est bon. T'as tout dit de ma vie, là. C'est vrai ? Ça va. J'ai pas encore dit ce que tu mettais dans ton café le matin. Tout va bien. Eh ben écoute, si ça te va, on peut commencer notre début d'épisode avec le jeu d'une vérité et un mensonge sur la thématique du jour qui est de l'autoconstruction de la maison traditionnelle. Alors, une vérité, un mensonge, c'est à toi de deviner du coup. C'est à moi de deviner. Allez. Alors, le premier fait, c'est qu'au-delà de 155 mètres carrés, on est obligé de passer par un architecte pour faire les travaux dans sa maison, pour les faire valider. Ok. Et là, le second fait, c'est que on n'a pas le droit avec la RT 2012 d'installer la clim à la construction de sa maison. Oh. Bah alors là, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Écoute, je vais dire que au-delà de 155 mètres carrés, on doit faire appel à un architecte, qui est vrai. Yes, c'est ça. Une chance sur 2. Ok, est-ce que tu peux juste expliquer rapidement ces 2 phrases et puis après on partira. C'est c'est une norme française qui fait qu'en fait c'est 170 mètres carrés mur extérieur. Okay. Au-delà, si on veut faire déposer un permis de construire, on est obligé de passer par un architecte. Et c'est une loi française et on peut pas y déroger. Ok. Et ensuite, pour la climatisation, on a le droit en fait d'installer la climatisation à la construction de sa maison. Mm-hmm. Sauf que du coup, il faut le déclarer à la construction du dossier pour la RT 2012. Et du coup, on est obligé de faire une isolation supplémentaire, de mettre un peu plus d'épaisseur, par exemple de ouate de cellulose dans les combles, ou faire un doublage un peu plus important. Ok, mais c'est possible dès la construction de rajouter une climatisation, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Donc, il y en a qui truandent des fois, qui verrouillent et qui brident leur système pour faire que chauffage. La personne vient, fait le contrôle, elle dit c'est bon, ça fait que chauffage, vous êtes dans les normes. Et dès qu'il est passé, il repaye un technicien pour débrider la pompe à chaleur. Ok, très clair. C'est ça. Et écoute, je te propose qu'on rentre justement un petit peu dans les étapes d'un projet d'autoconstruction. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi déjà dans les grandes étapes quand tu veux autoconstruire ta maison, par quoi tu commences ? Alors, première étape, c'était trouver le terrain. Là, c'était une construction neuve. Et c'était vraiment le plus compliqué, trouver vraiment le lieu qui nous plaisait à ma femme et moi. Mm-hmm. Donc pour trouver le terrain, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allé directement en mairie, dans les villages qui me plaisaient, et en demandant directement aux responsables des mairies et tout, aux gens à l'accueil, j'ai réussi à trouver un couple de personnes âgées qui souhaitaient vendre leur terrain, et je suis allé les voir avant qu'ils déposent l'annonce. J'ai vu le terrain, je les ai vus à eux, et on a fait affaire en fait avant qu'ils déposent l'annonce.
Et c'était vraiment sur le plan rapidité, là, on pouvait pas faire mieux, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc ça, c'était la première étape. Et je trouve que, aller en mairie, c'est vraiment, vraiment un moyen d'avoir des opportunités. Ok. Donc déjà, le terrain, aller en mairie. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, du coup, il faut préparer le projet par rapport au terrain, donc faire tous les plans. Une fois que ça, c'est les grandes lignes. Une fois que tu as fait les plans, donc moi, je me les suis fait moi-même avec des logiciels qu'on peut trouver gratuitement sur Internet. Une fois que j'ai fait les plans, je les ai amenés en fait chez des négociants en matériaux pour qu'ils me fassent des devis pour la construction de la maison. Et à partir de là, une fois que j'ai eu mes devis, il m'a fallu aller auprès des banques pour leur demander le financement du terrain et des devis de construction. D'accord. Donc, tu as eu toute cette phase préparation en amont, donc matériaux, plans. Oui. Et puis après, derrière, est-ce que tu as dû passer par un architecte ou est-ce que tu as pu, du coup... Non, j'ai fait à la limite. À la limite des mètres carrés. Ouais, c'est ça. Donc, tu as pu valider toi-même, peut-être avec l'aide de... Enfin, je crois que tu m'avais parlé que tu avais une aide un peu extérieure pour valider les plans. Ouais, chez mon beau-père qui était dessinateur aussi avant. Et du coup, ça fait qu'il m'a aidé par rapport à ça pour pouvoir faire des plans vraiment qui soient réalisables. Parce que des fois, en faisant un plan, on se dit ça va passer. Puis quand tu arrives après devant les faits, ça passe pas forcément. Donc lui, vu qu'il a l'habitude d'en faire, il a pu me conseiller. D'accord. Et donc après, on arrive à l'étape banque. Comment ça s'est passé? L'horreur, les banques, c'est l'horreur. Alors, je veux pas décourager les gens qui écoutent, mais franchement, c'est de pire en pire avec les banques. Ils aiment pas l'autoconstruction, en fait. Donc, c'est très dur de trouver une banque qui finance. Souvent, ce qu'ils aiment bien faire, c'est avoir une construction hors d'eau, hors d'air. Donc, avoir la maçonnerie et la couverture. Et aussi les menuiseries. Comme ça permet de faire jouer les décennales des artisans s'il y avait un problème. Et si la personne ne devait pas payer, ça permet, s'ils hypothèquent ou s'ils revendent, de retomber dans les clous. Et donc, en autoconstruction, ils aiment pas trop ça. Ça fait que moi, j'ai cherché je sais pas combien de banques. J'ai dû en faire une dizaine. Et j'ai réussi à en trouver une qui acceptait, mais à des taux vraiment, vraiment horribles. Donc, j'ai fait ça, en fait, et le temps de faire la construction, j'ai laissé ces taux, en fait, qui étaient, je sais plus à combien c'était à 4%, alors que tous les autres étaient à 1,2%. Ouais, donc c'était vraiment pour dire de se sécuriser un maximum enfin ils ont pas laissé trop le choix, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, une fois que j'ai fini la construction, j'ai fait racheter le crédit. Mais ça m'a permis de diminuer les mensualités. Donc ça, c'était une solution franchement qui a bien fonctionné. Ok, donc ça y est, les banques, même si ça a été compliqué, t'as eu ton crédit, tu peux avancer. Et donc là, t'es dans la phase construction. Est-ce que t'as eu plusieurs étapes dans la construction? Comment ça s'est passé? Et après, on pourra rentrer plus dans le détail dans le choix des matériaux, etc. Mais au moins déjà dans les grandes étapes de la construction. Alors, dans un premier temps, là, ce qu'il y a eu après la banque, c'est j'ai déposé le permis de construire, une fois que j'avais la validation de la banque. Donc, pendant les 2-3 mois, en fait, où on doit attendre avant d'attaquer les travaux, tu dois attendre la validation et après, tu dois mettre un panneau de chantier devant le terrain pour dire que tu vas attaquer la construction, pour que si les voisins veulent en fait s'y opposer, ils puissent poser un recours en mairie. Et donc, à partir du moment où ça permet franchement de prospecter, tu vois, d'aller voir différents fournisseurs de matériaux, parce que souvent, avant de demander le financement, t'as pas trop le temps. Tu vas voir celui qui te semble le plus honnête et tu fais une demande. Après, tu peux faire jouer un peu les prix auprès des uns et des autres. Et après, du coup, quand tu construis ta maison, par rapport aux différentes étapes, la première, c'est l'implantation de la maison. Donc, tu poses ce qu'ils appellent des chaises, c'est des structures en bois où tu tends des fils, en fait, à chaque mur, en fait, à l'aplomb de chaque mur. Tu mets des structures en bois, tu tends un fil et ça te donne tous les alignements des murs. Donc ça, c'est assez long à faire, surtout que moi, j'ai une maison un peu bizarre. Jamais dans la facilité. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et du coup, tu fais ton implantation, après tu creuses les fondations, tu coules les fondations. Et donc, tu as des phases d'attente sur toute cette partie-là. Une fois que tu as coulé les fondations, tu dois attendre 2-3 semaines qu'elles aient bien séché avant de commencer à bâtir le vide sanitaire. Après, tu bâtis le vide sanitaire. Après, tu coules les dalles. De ta maison, tu coules la dalle. Et là, par rapport à la dalle, pareil, tu attends 3 semaines avant de pouvoir monter les murs et tout.
Donc, c'est pour le temps de séchage. Hein. C'est ça, exactement, oui. J'ai oublié de préciser. Non, mais j'imagine que ça doit être ça. Ok. Et donc après, tu peux commencer un peu le travaux de structure, monter les murs. Ouais, faire les ouvertures. Donc là, tu montes les murs. Moi, j'ai fait un brique à coller. Ok. Donc, par rapport à la RT 2012, c'était ce qui me préconisait pour être dans les normes. Et donc j'ai monté un brique à coller jusqu'à la ceinture. Et après, une fois que tu arrives à la ceinture, il te faut faire toute la partie charpente. Ceinture, c'est la séparation. J'ai jamais entendu ce mot, donc c'est pour ça. C'est la séparation du coup entre la toiture et oui, c'est ça. Le mur. Enfin, je sais pas. Oui. En fait, donc dans ta dalle, il y a de la ferraille, il y a des armatures en ferraille que tu lies à des poteaux que tu remontes. D'accord. Ouais. Et dans ta maison, à plusieurs endroits, il y a des poteaux en fait de béton avec du fer dedans qui remonte. Et la ceinture, c'est ce que tu as tout en haut du mur. C'est la dernière rangée qui te lie en fait les poteaux avec. Ça te permet d'avoir la structure de la maison qui est tenue. La ceinture te lie tous les poteaux entre eux, qui est relié à la dalle. Et c'est ce qui fait qu'en fait ta maison tient et qu'il n'y a pas de mur fragile. Ok, c'est ce qu'on appelle les fameux murs porteurs. Non. Du coup, pas forcément. Les murs porteurs, ça aurait pu. Et peut-être que tu peux les lier d'ailleurs aux murs porteurs. Peut-être que ça dépend des projets. Mais les murs porteurs, ouais, ils sont dans la maison. En fait, ils te tiennent des parties de la charpente et tout. Là, c'est vraiment la périphérie, c'est les murs extérieurs. D'accord. Effectivement, oui, je pense que j'ai confondu entre les deux. C'est pas grave. Ok, on est là pour vulgariser justement la construction. Exact. Ok, très bien. Et après, du coup, tu as attaqué la charpente, je suppose, ouais. et toiture pour aller jusqu'en haut, quoi. C'est ça. J'ai fait venir une fois que j'avais fait la charpente, j'ai fait venir les copains un week-end. On a loué un manuscopique pour mettre toutes les tuiles en place. Et en un week-end, c'était fait. Ouais, ça c'est bien. Quand tu as dû voir le toit posé, ça a dû être une grande satisfaction, je suppose, de se dire ça y est, elle est debout, quoi. Et oui, surtout que moi je suis pas forcément trop à l'aise sur les toits et tout, c'est assez compliqué quand tu poses la charpente. Donc et puis c'est plus fatigant parce que dès que tu oublies des outils en bas, il te faut descendre, il te faut remonter. C'était une partie vraiment qui était longue à faire. Donc et j'ai un étage en plus à ma maison. Donc j'étais à 7-8 mètres de haut. Ouais, il faut pouvoir C'était assez fatigant. Une fois que j'ai fini, ouais, comme tu dis, c'était un ouf de soulagement. Hein. J'imagine. J'ai une question pour toi, Cédric. C'est déjà, est-ce qu'il faut être très bon bricoleur pour pouvoir autoconstruire sa maison ? Toi, tu as été un peu dans le milieu du bâtiment, donc tu connais quand même des techniques de construction, tu as quand même une appétence là-dessus, grande. Est-ce que, on va dire, un bon bricoleur ou un très bon bricoleur, ça peut suffire pour dire j'autoconstruis ma maison ? Oui, je pense. Après, il faut, moi, pour ma part, j'en avais fait une première et j'étais amateur, j'y connaissais beaucoup moins de choses. Et pour la deuxième, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris chaque problème par étape. J'ai pas essayé de voir la maison comme dans son ensemble, en fait. Je me suis dit, bon, tu commences par faire ça. Et après, il faut pas hésiter à demander des conseils. Pour se former, peut-être, ou choses comme ça, comment... Oui. C'est ça. Moi, j'avais des copains artisans, donc de temps en temps, quand j'avais un problème, je leur demandais de passer vite fait. On buvait un coup, une petite bière là sur le chantier. Ils m'expliquaient là. Genre important. Donc, ouais, c'est important, ouais, vraiment de se former, d'aller à la pêche aux infos parce que faut pas faire n'importe quoi. Et c'est vraiment important de partir bien parce que si dans ta maison d'entrée tu pars par exemple avec des fondations qui vont pas ou quoi, ça peut dans quelques années vraiment se retourner contre toi. Et justement, ça va me permettre de faire le parallèle. Toi, tu l'as fait, t'avais des obligations légales du coup au niveau de la RT 2012. T'as suivi à l'époque puisque maintenant il y a la RE 2020, mais avant c'était la RT 2012. Oui. T'as suivi ce cahier des charges. Quelles étaient justement tes obligations légales par rapport à ça pour que la structure, enfin tout l'ensemble de ta maison puisse répondre à ces obligations, quoi. Alors, j'ai fait, moi, une fois que j'ai fait le permis de construire, je l'ai fait faire, je sais pas si je peux dire chez quel négociant. C'était Chausson Publicité. Ok. Et du coup, je leur ai donné le permis de construire. Je leur ai dit voilà les plans de la maison. Ils m'ont mis en relation avec un cabinet en fait d'études thermiques
qui eux s'occupaient vraiment de voir tout ce que je devais fournir pour être dans les normes. Donc ça part du nombre de menuiseries pour avoir de la lumière dans le salon, dans les chambres et tout. Donc il te faut une surface de menuiserie, de baies vitrées qui est bien définie par rapport à la surface de ta maison. Donc par exemple, ils te disent il te faut tant de fenêtres au sud, tant de fenêtres au nord, et c'est à respecter. Moi, dans mes plans, par exemple, j'avais fait l'étude, il me manquait un peu de surface au sud, donc j'ai fait agrandir les surfaces de mes baies vitrées. Donc ça, c'est un des premiers points. Ensuite, ils te disent par rapport à l'isolation que tu as prévue, ils te disent il te faut tant de centimètres d'isolation et tout. Et les murs que tu utilises aussi, si tu utilises du parpaing, des moellons, des briques, des blocs à bancher ou je ne sais rien, ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Donc eux, ils étudient tout ça pour voir si tu es aux normes en termes de maison à énergie passive. C'est comme ça. Ouais, j'ai oublié les termes. Et c'est vraiment autour de ce critère-là. Après, est-ce qu'il y a d'autres critères que tu dois répondre en termes d'aération, en termes tu sais au niveau des ouvrants et tout ça, au niveau de la luminosité, mais est-ce qu'il y a d'autres critères qu'il faut faire attention? Oui, moi par exemple, j'ai pas fait de vide sanitaire, j'ai fait ce qu'on appelle un hérisson. En fait, j'ai à la terre de mon terrain, j'ai mis un lit de cailloux, de gravier, et après j'ai fait ma dalle par-dessus. Et entre mon lit de cailloux et la dalle, ils m'ont obligé par exemple à mettre de l'isolant. Donc j'ai un isolant de 10 cm. Il y a des normes comme ça qui imposent. J'aurais fait un vide sanitaire. Un vide sanitaire, c'est quand t'as la dalle béton qui est désolidarisée de la terre. Ça fait que ça crée une lame d'air en fait entre la maison et la terre qui fait une isolation en fait. Voilà, c'est ce qui permet d'isoler le sol de la maison du sol de la terre. Ouais. Ok. Ok, très bien. Et du coup, donc de faire attention à répondre à toutes ces obligations. Ces obligations, tu les trouves facilement sur Internet, par rapport à la personne qui vient te voir. Ouais, c'est ça, c'est préconisé, ouais. Préconisé. Donc t'as un peu tout ce listing-là quand tu prépares ton chantier, en fait, de dire où tu fais tes plans, etc. à cocher au niveau des cases, quoi. Oui. Par exemple, on parlait de la climatisation tout à l'heure. Moi, j'avais prévu une isolation dans les combles de 30 cm. Comme j'ai dit que j'utilisais une pompe à chaleur avec climatisation, ils m'ont imposé de faire 50 cm d'isolant. D'accord. Donc en fait, t'as des critères en fonction de tes choix par exemple chauffage, climatisation. T'as un critère derrière qui va au niveau de l'isolant. Oui. Ok. Et est-ce que justement, c'est quoi, quels ont été tes critères de choix pour tes matériaux? Est-ce que tout a joué par rapport à ce qu'on te demandait, par exemple, au niveau des isolants? Ou est-ce que toi, t'as pu prendre quand même la décision de te dire, je choisis les matériaux que j'ai envie d'avoir dans ma maison aussi? Non, là, en vrai, en autoconstruction, pour ma part, j'étais tellement dans le feu de l'action, de monter, bâtir et tout, de construire, que je me suis pas trop renseigné pour les matériaux. Donc, j'ai fait confiance à Chaussons Publicité, à Chaussons Matériaux. J'ai confondu de chaussons. Et du coup, c'est eux qui m'ont dit, là, on a ce choix-là ou ce choix-là par rapport à mon budget, parce que c'est aussi en autoconstruction, c'est un budget qu'on ne doit pas dépasser. Donc, eux me proposaient vraiment ce qui se faisait de plus classique. Et après, c'était à moi de faire mes choix par rapport aux différents produits qu'ils me proposaient. Ok. Et donc, ça a été peut-être des choix liés, si tu as envie de les partager, à des critères peut-être économiques ou des critères de performance ou de... C'est ça. Par exemple, pour les tuiles, j'ai fait un choix d'un critère économique, et en France, on a des très bonnes tuiles. Et là, j'ai fait un critère économique, j'ai choisi une tuile espagnole. Et par exemple, c'est des choix ça que je regrette, parce que je sens que la tuile est fragile, elle s'abîme beaucoup plus vite que si j'avais choisi des tuiles françaises. Des fois, il faut faire attention, parce qu'on se dit, là, j'ai économisé 5 000 €. Mais si je dois refaire dans 5 ans ma toiture parce que les tuiles n'étaient pas très bonnes, finalement, je perds de l'argent. Le pas cher coûte cher. À la fin, oui. Bon, sur le coup, on a l'impression d'avoir la réduction, peut-être. Oui, c'est ça. Ok. J'aimerais savoir un peu, on l'a un peu évoqué, disséminé dans notre début de conversation, mais un peu les grands avantages de l'autoconstruction et les galères de l'autoconstruction. On va commencer par les avantages déjà. Est-ce que quels ont été pour toi, les gros plus d'avoir autoconstruit ta maison, quoi? Les gros plus déjà, c'est que je sais ce que j'ai fait, je sais quels matériaux j'ai utilisé. Par exemple,
tout le coin nuit pour le placo. J'ai pu choisir, je me suis mis du placo phonique. Vraiment avoir un coin jour où si on fait du bruit, que si on a les enfants qui dorment dans le coin nuit, ils n'entendent rien. Et ça, c'est des choix en autoconstruction que tu peux faire. Et si tu fais faire les travaux, ça va te coûter, je sais pas combien de milliers d'euros en plus, en demandant du placo phonique qui est beaucoup plus dur à mettre en œuvre que du placo classique. Et placophonique, juste pour expliquer pour ceux qui ne savent pas, c'est ça coupe en fait le son, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est une plaque de plâtre qui. Ouais. Elles sont très très denses ces plaques, donc elles sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus difficiles à couper, à mettre en œuvre. Et ça, si tu le fais faire par un artisan, il va forcément te prendre de la main d'œuvre supplémentaire. Alors que moi, en termes de matériaux, ça m'a coûté, pour faire le coin nu, ça m'a coûté dans les 500 euros en plus. Okay. Donc vraiment, pour moi, en autoconstruction, c'est l'un des avantages, c'est de pouvoir faire ces choix-là. De pouvoir peut-être privilégier certaines choses et te dire, ok, je le fais moi-même, donc je peux peut-être me faire des petits conforts à droite à gauche, comme tu dis, avec le phonique, quoi. C'est ça. Il y a plein de choses comme ça, comme l'électricité. Si tu veux mettre une prise en plus, tu sais que ça va pas te coûter 100 euros en plus. C'est le prix en moyenne d'installation d'une prise. Là, tu payes juste le bloc prise, tu vas en avoir pour 20 euros. Donc, c'est des choses comme ça de construction qui sont des avantages. Des sacrées économies, ouais. Oui. Sur le global de la maison, en tout cas, c'est vrai que ça, c'est l'avantage majeur. J'aurais jamais pu me faire la maison que j'ai là, si je l'avais fait faire. Ok. Est-ce que tu vois d'autres avantages, du coup? En autoconstruction, d'autres avantages. Non, hormis le prix, si, c'est que tu apprends des choses sur le bâtiment et tout, c'est une satisfaction personnelle aussi. De te dire, wow, c'est moi qui l'ai fait, en termes d'évolution personnelle et tout, c'est vrai que tu sors d'une expérience comme ça, grandis, ça permet de relativiser. Ouais, ça peut être une fierté aussi de se dire, bon, mon toit, je l'ai construit pour moi, quoi. Donc, je pense que ça peut être assez gratifiant, effectivement, quand tu sors de ce genre d'expérience. Oui. Est-ce que tu vois d'autres choses? Sinon, on passe aux galères de l'autoconstruction. Oh non, c'est l'essentiel des avantages de faire de l'autoconstruction. Hein. Ok. Et du coup, justement, l'inverse, les grandes galères que t'as pu avoir, que tu t'attendais pas ou que tu t'es dit mince, si j'avais su, j'aurais fait autrement. La petite galère là, c'est avec les voisins du coup. Je me suis fâché avec les voisins parce que quand tu fais de l'autoconstruction, que tu bosses à côté, tu vas faire ta maison le week-end. Et moi, ça a duré 1 an et demi. Et en fait, les voisins, ils en pouvaient plus. Du bruit et tout, toute la journée, des disqueuses. Donc ça, c'était vraiment la galère parce que normalement, il y a des règles faut pas travailler de certaines heures à certaines heures le week-end. Et moi, je travaillais tout le temps, il fallait que ça avance, ça. Donc, ça a été la galère. Les voisins, ils m'en ont voulu. Maintenant, ça va, c'est passé, on est redevenus amis. Les travaux sont terminés. On fait un petit apéro de bienvenue. Et... c'est ça. Oui, effectivement, peut-être que du coup, justement, c'est plus la gestion du temps. Quand tu autoconstruis, ça demande pas mal de temps. Et si effectivement tu travaillais la semaine et que tu devais faire un peu ça sur les week-ends, comment t'as réparti ton temps justement? Tu faisais ça uniquement les week-ends ou est-ce que t'essayais de faire ça un peu entre deux dès que t'avais 5 minutes, quoi? Ouais, c'est ça. Dès que j'avais un jour de congé, un après-midi de RTT à prendre, quoi, j'allais sur le chantier. Et après, les journées où je travaillais toute la journée, en fin de journée, j'allais chercher mes matériaux, j'allais me renseigner sur les prix. Ou alors, s'il y a un truc que je savais pas faire, j'allais me renseigner pour savoir comment le faire. Donc ça, c'est quand j'avais pas le temps en fin d'après-midi. Et sinon, après, je bossais au taquet le week-end. C'était tous les week-ends à fond pour essayer d'avancer le plus possible. Tu l'as fait quasiment complètement solo ou est-ce que tu t'es fait quand même accompagner par des amis ou des entrepreneurs ou J'ai mon beau-père qui est à la retraite, qui m'a beaucoup aidé. Okay. Donc il venait m'aider et tout. Ça a été vraiment parce qu'à deux t'en avances. Il faut pas se leurrer. Il y a des choses quand tu les fais à deux, tu gagnes beaucoup plus de temps que ce que tu ferais seul. Et après, j'avais des copains, j'ai un copain plaquiste. Des fois, quand j'avais des soucis, il passait me voir, il me disait là, tu peux faire comme ça, comme ça. Okay. Et après, moi, j'ai fait faire les joints de placo parce que c'est très long à faire. Ok. J'ai fait faire l'électricité parce que je connais pas bien les normes et tout. Ça me dépasse. C'est un métier. Ouais. Et le carrelage parce que je suis pas bon.
Eh ben, il faut savoir reconnaître, hein, donc parfois. Non, mais c'est bien parce que ça montre quand même que, enfin, tout le reste, tu l'as fait par toi-même ou peut-être avec l'aide de temps en temps d'un ami ou de la famille, mais je veux dire, t'as quand même réussi en 1 an et demi à monter un toit complet et à déléguer 3 parties que tu viens de nous citer, mais c'est quand même assez fou comme chantier, quoi. Mais oui, c'est clair. c'est chouette de voir que c'est possible aussi. Est-ce que dans les autres galères, donc on en a parlé un peu tout à l'heure sur le plan peut-être financier, les banques où c'était compliqué, donc ça c'était aussi un des problèmes entre guillemets dans le choix de l'autoconstruction et dans le choix de monter sa maison par soi-même. Et pour les répertorier, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu vois dans les galères de ce mode de fonctionnement? Ouais, c'est maîtriser les coûts aussi, parce qu'en autoconstruction, t'as du mal à... En fait, tu te demandes un devis chez un négociant, lui va te faire un devis, c'est souvent approximatif, c'est par rapport à des plans. Et toi, plus l'autoconstruction avance, au début, t'as un capital à décaisser chez le banquier. Et donc toi, au début, tu te dis, bon, mais ça va, je suis large, tu vois que t'as une enveloppe de 150 000 euros pour faire ta maison, donc tu fais pas trop attention au début. S'il y a quelque chose à acheter, tu l'achètes. Et plus le chantier avance, en fait, plus tu t'aperçois que cette enveloppe diminue. Et c'est à la fin où ça devient vraiment compliqué parce qu'il manque toujours de l'argent. Quoi que tu te dises, tous les copains qui ont fait leur maison, ça a été pareil. Et voilà, en autoconstruction, c'est très dur de gérer cette enveloppe-là et pas flamber l'argent n'importe comment. Ouais. Justement, par rapport à ça, est-ce que tu peux donner une estimation un peu budgétaire pour ton autoconstruction? Et qu'est-ce qui a coûté le plus cher et qu'est-ce qui, du coup, t'aurais préféré le déléguer peut-être ou choses comme ça? Il y a beaucoup de questions. Donc déjà, une estimation budgétaire. Alors, moi, la maison fait 150 mètres carrés. Bon, après, c'était en 2015, donc ça remonte. Oui. Les prix ont bien évolué. Le terrain, je l'avais payé 70 000 euros. Ok. Un terrain de 1300 mètres carrés. Et la maison fait 150 mètres carrés. En autoconstruction, du coup, ça m'est revenu dans les 150 000 euros de matériaux pour la faire. Donc, ça fait 1000 euros le mètre carré à la louche. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a coûté le plus cher un peu dans la globalité, hein, j'imagine que ça va être difficile de tout diviser, mais justement dans cette gestion de budget, qu'est-ce qui t'a rendu compte ou tu t'es rendu compte justement que c'était plus cher que prévu, quoi? Les menuiseries, intérieur, extérieur, toutes les fenêtres, les portes et tout, la porte de garage, ça j'en ai eu pour 15 000 euros à peu près. Je pensais pas que c'était si cher. Ok. Parce que comme il y avait aussi du sur-mesure à faire et tout, au départ je suis passé, j'avais fait moi une estimation chez les monsieur bricolage, Brico Dépôt et tout, et c'était pas très cher. Je crois que j'étais à la moitié du prix. Et puis après j'ai fait appel à un professionnel pour lui demander ses prix. Et en fait je me suis aperçu que en fait quand on prenait du matériel de qualité, c'était beaucoup plus cher. Ok. Donc c'est sur ça que tu t'es fait peut-être un peu surprendre. Est-ce qu'il y avait d'autres parties aussi que dans les catégories? Oui, il y a eu ça, j'avais plus l'argent, donc il m'a fallu faire un crédit supplémentaire. C'était les façades, les enduits extérieurs. Ça m'a coûté aussi très cher. J'en ai eu pour 15 000 euros. Ok. Et quand t'es à sec, là, que t'as fini la maison, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on voit souvent des maisons qui sont pas crépies parce que les gens, ils ont plus les fonds pour pouvoir faire le crépi. Et ben là, c'était un peu pareil, ouais. C'est un pôle de dépenses que j'avais pas forcément prévu et que je me suis retrouvé avec les poches vides. Ça va piquer là. Est-ce qu'il y aurait eu des pôles que tu t'es dit que t'aurais dû déléguer et pourquoi, si c'est le cas? Qu'est-ce que j'aurais pu déléguer? Je réfléchis. Les peintures, je pense. C'est un truc que j'aurais dû déléguer parce que ça, c'est vraiment, il faut le coup de main. C'est des gens qui font des belles peintures sont talentueux. Et tu vois, moi, il y a des endroits où tu vois les traces de rouleau. Tu vois, des endroits où je suis passé, où ça fait des petites coulures. Et là, tu te dis, c'est sûr que si je l'avais fait faire, ça aurait été un travail de qualité, ça aurait été vraiment nickel. Donc par exemple, plus sur la finition, quoi. Oui, pardon. Ouais. Non, juste par exemple, ils font ce qu'ils appellent une technique, les peintres, c'est le réchampi. C'est quand ils passent avec le petit pinceau, tu sais, au bord du plafond avec une couleur là qu'il faut pas dépasser. Et tu vois quand c'est fait par un amateur ou par un pro,
les petits détails, tu vois, où moi, quand je me suis chez moi, je me dis, oh, quand même, là, t'as été sale. Bah, est-ce qu'il y avait le côté précipitation, content de terminer le chantier, ou qui fait que du coup les finitions, c'est toujours un peu le moment où c'est parfois ce qui prend le plus de temps aussi. Enfin, moi, j'entends souvent parler de ça. Et en plus de ça, c'est là où en fait tu commences à être un peu épuisé du chantier. Et du coup, tu te dis, faut que j'aille vite pour pouvoir rentrer dans ma maison, quoi. C'est ça. Et puis souvent, tu te dis, il reste 3 finitions à faire, donc tu te dis, bon, mais c'est bon, le mois prochain, on peut aménager. Et puis finalement, c'est pas 3 finitions, c'est 30, et puis ça prend du temps. Et comme tu dis, tu veux te dépêcher. Et moi, je voulais pas aménager s'il restait quelque chose à faire dans la maison, parce qu'une fois que t'as aménagé, après t'as plus envie. Donc c'était vraiment, je finis mes finitions et c'est et ça. Ok, donc l'aventure. Est-ce qu'il y a un autre pôle que tu te serais dit, ou sinon c'était vraiment plus ça et le reste c'était ok, t'étais content de l'avoir pris en charge? Je me suis installé aussi ma pompe à chaleur, la clim aussi, et ça a été une belle galère. J'ai passé des jours et des jours. Voilà, ça aussi je l'aurais fait faire si j'avais su. J'ai voulu économiser 1 000 € par exemple, et de main d'œuvre, si j'avais su, je l'aurais fait faire, parce que tirer les gaines et tout, savoir comment placer le matériau, savoir faire toute la partie électronique aussi, parce qu'il y avait des branchements à faire et tout, j'ai vraiment galéré. Ok, donc peinture et installation pompe à chaleur clim. Ok, plus l'électricité du coup de tout à l'heure, qui est, ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. Oui. De se dire. Et puis et ce que tu avais délégué aussi, bon, c'était plus des choses que t'aimais moins faire aussi, c'était le carrelage et les joints du placo, ouais. Du placo, c'est ça, exactement. Ok, trop bien. Comment ça se passe, Cédric, la validation de fin de travaux? Une fois que tu as terminé ta maison, comment tu fais pour faire valider, ok, tu as tenu toutes les normes de la RT 2012? Alors, ça se passe avec le cabinet auquel on a fait appel au début des travaux. En fait, une fois les travaux terminés, on appelle, je sais pas si c'est un expert ou comment on l'appelle, on appelle le cabinet. Donc, il y a une personne qui vient faire un test d'étanchéité. Donc, il bouche toutes les entrées de VMC, toutes les petites baguettes qui est au-dessus des fenêtres aussi. Des fois, au-dessus des fenêtres, il y a des baguettes d'aération. Donc ça, il le bouche avec du scotch. Et ensuite, à la place de la porte d'entrée, il va mettre un gros châssis avec une bâche et un ventilateur en bas. Et en fait, il y a des sondes et le ventilateur extrait l'air de la maison vers l'extérieur. Et ces sondes-là font un test de déperdition d'air. Et il y a une norme à respecter. Il faut pas que la maison, en fait, ait d'entrée d'air autre que celles qui sont prévues. Et il y a une certaine, comment on pourrait dire, il y a une certaine delta, en fait. Ils ont le droit d'attendre de perte. Et si on est au-delà, il faut essayer de mettre en œuvre certains moyens pour limiter ces pertes. Donc, il faut qu'ils reviennent. Moi, pour ma part, c'était passé très très juste parce que j'avais pas pensé que j'avais mes gaines qui allaient électriques à l'extérieur de la maison pour les appliques, pour les prises que j'ai à l'extérieur. Et au niveau du tableau, en fait, j'ai eu plein d'entrées d'air par ces gaines extérieures. Donc, c'est passé juste, mais ce qu'il m'a dit, c'était de les siliconer à l'extérieur, mettre dans la gaine un point de silicone. Comme ça me permettait de plus avoir cette entrée d'air, et ça fait que j'étais dans les normes. Mais ça a été une pression au moment du test, j'étais pas bien. Ça dure combien de temps à peu près? C'est sur une journée ou c'est 1 heure à peu près? Ah oui, donc oui, ça va vite, quoi. Ouais. Après, il contrôle tout ce qu'il nous a préconisé. Il faut lui envoyer des factures, par exemple moi des matériaux que j'ai utilisés, des briques que j'ai utilisées. Il va dans les combles voir si j'ai bien mis les 50 cm de watts comme il m'avait préconisé. Et voilà, il fait quand même une analyse de tous les éléments qu'il m'a conseillé pour voir si je suis aux normes de la RT 2012. Et du coup, un petit conseil pour ceux qui veulent se lancer dans l'autoconstruction et de se faire normer derrière, de bien garder toutes les documentations des achats, des matériaux, de pouvoir se faire peut-être un petit dossier là-dessus pour pouvoir être au clair quand il y a la validation finale qui arrive. Parce que vu la durée, bon là, toi, ça t'a pris 1 an et demi, et moi, je trouve ça déjà vachement honorable de le faire en 1 an et demi. Mais ça peut parfois être encore plus long. J'ai déjà entendu des chantiers de 2-3 ans, voire plus. Sur 2-3 ans, il se passe des choses, hein, donc du coup, de se dire, d'avoir ce fichier, enfin ce dossier un peu commun, ça pourrait être intéressant, quoi. Bien sûr. Ouais, c'est important, et c'est vraiment pas à prendre à la légère.
Des fois, on a tendance pendant les travaux à vouloir aller vite, se dire bon, mais c'est bon, ça passera. Et... Non, vraiment, j'ai essayé de faire les choses de façon très consciencieuse et même avec ça, j'étais à deux doigts de pas passer. Ouais, donc d'être vachement carré quand on veut valider. Et justement, qu'est-ce qui se passe si le chantier n'est pas validé? Est-ce que tu sais? Ouais. Alors, il y en a beaucoup de gens que je connais qui ont fait de l'autoconstruction pour lesquels les chantiers sont pas validés. Et donc, je me suis renseigné parce que quand même, je me disais, punaise, mais si ça passe pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Et après m'être renseigné, de ce qu'on m'a dit, c'est que voilà, pendant les travaux, on est déclaré, si on est assuré, si la maison est assurée, on est assuré comme chantier en cours, maison en travaux. Et si on a terminé sa maison, mais que c'est pas validé au niveau d'un cabinet pour la RT 2012 ou RE 2020, si on a des dommages à sa maison, l'assurance considérera que la maison est encore en travaux. Donc, s'il y a un sinistre, si on perd plusieurs milliers d'euros, l'assurance ne remboursera pas forcément tout à cause de ça. Et le second point, en fait, c'est pour la revente. On est obligé de normalement, à moins qu'il y ait des pertes à la revente énormes, de dévaloriser la maison, on est obligé d'avoir ces attestations-là, parce que sinon, à la revente, le futur acquéreur est censé quand même passer ces attestations et ça peut être vraiment, vraiment problématique. Donc, pour la revente, c'est un document qu'il faut fournir. Ok, super clair. Donc ouais, le problème effectivement au niveau des assurances et peut-être perte de valorisation potentielle, en tout cas pour la revente, quoi. C'est ça. Ok. Tu dis mieux que moi. Non, mais moi je resynthétise, c'est tout. Ça t'apporte toutes les explications, c'est quand même super important. Ok, trop cool. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter sur le sujet de l'autoconstruction, de ta maison, d'un retour d'expérience? Sinon, on passe aux questions de la phase action. Et écoute, dernier sujet, c'est pour mettre en garde les gens quand même, parce que c'est pas anodin de faire soi-même sa maison. Faut pas le prendre à la légère. Moi, je sais que ça a été 1 an et demi à fond, et que passé ces 1 an et demi, j'étais vraiment, vraiment fatigué. J'ai fait, je sais pas si c'est un burn-out, mais pendant 2 mois, j'étais vraiment KO, à plus rien vouloir faire. Les 2 mois qui ont suivi, je voulais juste rester au fond du lit à regarder des séries. Je n'en pouvais plus. Et voilà, donc ça, moralement quand même, c'est assez intense. Et faut pas se dire qu'on peut le faire comme ça, quoi. Il faut aussi préparer mentalement. Et comment est-ce que t'as des petites astuces justement à donner aux gens sur comment se préparer mentalement ou comment s'entourer aussi? Oui. Tu disais de demander conseil à des proches, choses comme ça, mais sur l'aspect plus mental, est-ce que t'as d'autres astuces, quoi? Oui, il y a aussi pas choisir le bon négociant en fait pour les matériaux. C'est très important parce que il va y avoir un commercial qui va accompagner la personne tout le long des travaux. Et moi, je sais que le commercial que j'avais, c'était un gars en or. Et il est passé je sais pas combien de fois pour me rassurer et tout. Et c'était une charge mentale à moins parce que des fois, je me disais, punaise, mais ces matériaux, comment je vais faire et tout. Et il me rassurait, il me disait, non, mais tu vas voir, ça va bien se passer. Et là, t'as juste à faire comme ça. Si t'as besoin, je peux t'appeler quelqu'un. Et c'est important de pouvoir en parler, d'avoir une oreille en fait à qui parler pour pouvoir des fois mettre en avant certains problèmes et trouver des solutions. Ok. Donc ouais, de vraiment essayer de s'entourer, mais dans tous les sens du terme, quoi. Ok, trop bien. Et merci pour ce dernier point. Si ça te dit, on passe à la phase action. Allez, ça marche. C'est parti. Et concrètement, comment ça se passe pour son bercail? Cédric, nos auditeurs, donc ils ont à la grande surprise, un projet d'autoconstruction. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Une première question à se poser, des acteurs à conseiller, un conseil hyper concret que tu peux leur donner là tout de suite. Bonne question. Le premier conseil, c'est se préparer à vraiment avoir quelques galères. Mais le conseil le plus concret que je puisse leur donner, c'est d'abord de trouver la banque qui acceptera de les accompagner, parce qu'en ce moment, c'est très, très, très compliqué. Je vois des artisans, moi, dont c'est le métier, quoi, des maçons qui ne peuvent pas faire d'autoconstruction. Ils sont obligés de passer par d'autres maçons pour pouvoir faire leur maison. C'est une aberration. Parce que ils veulent pas leur prêter
Ouais, en autoconstruction, parce qu'il n'y a pas de décennale en autoconstruction. Donc, ils se disent, non, mais s'il y a un problème, la banque retrouvera jamais le financement qu'elle a alloué à cette personne-là. Donc, ils essaient de tout verrouiller. Et vraiment, le premier conseil, c'est de trouver la banque qui financera le projet. Ok. Est-ce que tu as des astuces, on sait jamais, là-dessus ou pas du tout? Pas du tout. Là, c'est vraiment propre à chacun. Ouais, ça, je m'y connais pas assez. Et vu les galères par lesquelles je suis passé, par contre, si quelqu'un a des astuces et qui veut nous les communiquer, c'est avec plaisir. Le message est passé. Ok, très bien. Question un petit peu plus personnelle. Dans ta vision, dans le meilleur des mondes, du coup, c'est quoi pour toi un bercail idéal? Enfin, ton bercail idéal? Oh, j'adore, moi, les maisons en bois qui font passives. Les maisons passives en bois, ça, c'est génial. Je suis allé en filmer là récemment. C'est juste la rapidité justement de construction et tout, même l'origine des matériaux qui sont biosourcés, donc qui ne créent pas d'impact carbone. Et puis dedans, c'est un confort, je sais pas comment dire. Dans ces maisons-là, c'est un charme qu'on n'a pas dans nos maisons traditionnelles. Et les constructions bois, je trouve qu'elles sont vraiment, vraiment géniales. J'adore la chaleur qu'il y a dedans et tout. Ça, pour moi, c'est le nec plus ultra. Ok. Bon, peut-être une troisième maison un jour, hein. On sait jamais. Si les banques acceptent de prêter. Voilà. On laisse le message en suspens. Est-ce que tu as des sources pour s'informer, du coup, sur l'autoconstruction, sur le sujet d'aujourd'hui, quoi, même sur des sujets un peu annexes à ça, des podcasts, newsletters, chaînes, livres, contacts, peu importe. Pour moi, la plus grande source de richesse, c'est YouTube. Okay. Pour l'autoconstruction, il y a énormément en fait de personnes qui donnent des conseils pour chaque corps de métier. Et il y a des vidéos, par exemple, ça va être pour juste un détail, par exemple pour bâtir 3 briques. Il y a des vidéos d'1 heure qui expliquent vraiment comment tirer son cordeau, mettre le fil d'aplomb et tout. Et ça, pour l'autoconstruction, c'est vraiment, vraiment la source numéro 1 pour quelqu'un qui a des soucis et qui sait pas vers où chercher les informations. Ok. Est-ce que tu as des chaînes à recommander en particulier ou juste de taper des mots-clés ou... Alors, par exemple, pour le placo, qui a aidé énormément de monde, c'est le plus connu, c'est Takayaka. Lui, c'est le numéro 1 en pose de placo. Quoi que vous fassiez, il a tout balayé. Pour la plomberie, il y a Enfile ton bleu, Gonzague, par exemple, qui lui est très fort. Il y a DJ Plomberie aussi, David Rouanes, qui est vraiment, vraiment bon. Qui c'est qu'on aurait aussi il y a Cédric Caudal, Mec in France, qui lui aussi en tout second œuvre et tout, pose de douche sanitaire aussi, qui est très très fort. Et Laurent Jacquet qui a aussi, je crois, 300 000 abonnés sur YouTube. Et lui, il a tout fait. Et il a fait toute ça en autoconstruction aussi, c'est ça? Il a vraiment détaillé toute la construction de sa maison et tout. Il en a rénové une. Il a tout détaillé. Et au moins, ça permet de voir aussi que même des gens qui ont l'habitude ont des galères et ça permet aussi de relativiser. Ok. Est-ce que du coup, justement, tu aurais des invités que tu aimerais voir sur ce podcast dans ces personnes-là ou d'autres pour justement parler de ces sujets-là? Est-ce que tu en aurais à recommander? Je réfléchis. Il y en a... Qui c'est que je pourrais... Par rapport à l'autoconstruction? Ouais, par exemple. Par rapport à l'autoconstruction... Ou d'autres, hein. Ou d'autres sujets. Je réfléchis. Pas facile. Après, t'en as un qui est génial, là, qui donne des astuces bricolage et tout, qui est très très fort. Il y a Stéphane Aria. Mais c'est au-delà de l'autoconstruction, en fait. C'est plein d'astuces bricolage qui peuvent aider tout le monde pour quelqu'un qui veut faire des travaux sans aller jusqu'à l'autoconstruction. Si tu veux rénover une pièce ou quoi, installer une cuisine. C'est un menuisier ébéniste qui est très très fort. Et lui, au niveau du mental, il a un très gros mental et en fait, il arrive à rationaliser tous les problèmes. C'est pour ça que je l'adore. Ok. Eh ben, écoute, Stéphane, si tu nous entends, tu es le bienvenu.
Je pense qu'il accepterait avec plaisir. Eh bah, trop bien. Eh bah, écoute, on en vient à la fin. Où est-ce qu'on peut te contacter ou te retrouver, en tout cas, si on a envie de venir voir ton univers, te poser des questions ou te retrouver tout simplement? Alors moi, sur tous les réseaux sociaux, je suis présent. Donc Facebook, LinkedIn, TikTok, Insta. Donc c'est le 7e artisan. Et après, pour me contacter, il y a le site internet aussi, le7eartisan.fr. Ok. Donc voilà, je suis un peu partout. Je pense que vous ne devriez pas avoir du mal à me retrouver. Niveau visibilité, c'est bon, on y est. Trop bien. Bah, merci beaucoup Cédric. Très cool cet épisode et très cool d'avoir pu échanger là-dessus. Je pense qu'on me prend quelques billes en plus pour l'autoconstruction, donc c'est trop bien. Merci beaucoup et je te souhaite une très belle journée et à très vite dans nos bercailles. À bientôt. Si je devais retenir encore 3 choses de cet épisode, ce serait d'abord que l'autoconstruction de sa maison se fait en plusieurs grandes étapes. On a vu qu'il fallait trouver le terrain et l'emplacement souhaité, préparer le projet en fonction du terrain et réaliser les plans, consulter des négociants en matériaux pour avoir les devis, ensuite se rendre dans les banques pour demander le fameux financement du terrain et de la construction, et ensuite les étapes de chantier avec le permis, les fondations, le gros œuvre, le second œuvre. En bref, rien n'est fait au hasard et il faudra passer à la fin la fameuse validation RT 2012 ou RE 2020 aujourd'hui pour finir son chantier. Ensuite, on peut auto-construire sa maison même si on n'est pas professionnel du bâtiment. Il faut juste savoir s'entourer et ne pas hésiter à s'informer sur les techniques, les matériaux. Cédric nous a donné plusieurs ressources là-dessus. Enfin, l'autoconstruction peut être épuisant moralement. Encore une fois, s'entourer est vraiment la clé d'un bon chantier. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir notre travail en nous laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux faire partie de la belle communauté d'Aubercaille, je t'invite directement à t'inscrire sur notre site www.aubercaille.co pour avoir toutes les dernières informations sur l'habitat éthique. À très vite dans Aubercaille.